Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Aujourd'hui sur notre plateau, nous recevons le directeur général de la CCIG, la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour Vincent Subilia. Bonjour. La CCIG est une association indépendante de l'État qui compte plus de 2400 entreprises membres. Quel est son rôle exactement ? Alors, la Chambre de commerce a été fondée il y a de ça 155 ans maintenant, c'est dire à quel point elle porte une tradition qu'elle doit conjuguer avec l'innovation. Et le but de la CCG, finalement, il est assez simple, il est de faire rayonner Genève sur le plan économique, de défendre et de soutenir les entrepreneurs genevois. En tant que directeur général de cette institution, maintenant, comment vous avez vécu professionnellement 2020 et le début de 2021 ? Alors, on traverse toutes et tous une période historique, extraordinaire au sens littéral du terme, parce que le Covid bouleverse nos vies. C'est d'abord une tragédie sanitaire, mais c'est aussi un drame économique. Toute la difficulté étant précisément de savoir où l'on place le curseur. C'est un arbitrage assez fin entre les exigences sanitaires et les paramètres économiques. Alors la Chambre de commerce, elle aura été de tous les combats, parce que je pense que c'est par gros temps qu'on doit maintenir le cap, tenir la barre. On le doit à nos 2400, en réalité 2500 entreprises membres qui nous font confiance et qui comptent sur nous pour les aider au quotidien. Parmi tous vos membres, vous avez des entreprises dans plein de secteurs différents ? Absolument. Je pense que la structure de la Chambre, elle reflète en réalité l'écosystème genevois, qui est marqué par deux piliers. Le premier, c'est sa diversité. On a un nombre très large de pôles d'excellence, certains traditionnels, l'horlogerie ou la finance, le négoce, d'autres beaucoup plus innovants. C'est cette très grande diversité qui est aussi un facteur de résilience, un mot qui est essentiel aujourd'hui. Et puis, c'est aussi marqué de son ouverture au monde, parce qu'on se nourrit du fait que l'on soit la plus petite des grandes villes ici en Suisse. Et donc, nos membres sont aussi bien de très grandes entreprises que des PME, qui sont l'épine dorsale de notre tissu économique. Elles sont actives dans un spectre très large de domaines. C'est ce qui fait la richesse de la Chambre de commerce et du tissu économique genevois. Dans cette crise du Covid-19, quelles ont été les entreprises les plus affectées en termes de taille ? On pense aux PME, c'est le cas ? Alors, plutôt qu'une différenciation en termes de taille, c'est les secteurs qui, à mon sens, sont, disons, un baromètre. Parce que, quelle que soit votre taille, si vous êtes, par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie, et on sait que Genève compte le plus grand nombre d'étoiles hôtelières par nombre d'habitants, au même titre qu'on a un nombre très élevé de restaurants, eh bien, du fait des fermetures qui ont été ordonnées pour les raisons du fait que la fréquentation de nos visiteurs étrangers est aujourd'hui totalement en berne, eh bien, voilà un secteur d'activité qui est dans une très grande détresse parce que, effectivement, le outil de travail ne peut plus être exploité. Alors que vous soyez un très gros porteur avec quelques centaines de chambres ou un hôtel familial, eh bien, vous êtes confronté à des difficultés qui sont pareilles. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas les mêmes, que vous soyez armé de la même façon pour y faire face. On peut imaginer que certains grands groupes disposent de ressources additionnelles, mais c'est aussi ceux qui ont généralement le plus d'employés, et donc ceux qui payent un prix très lourd à cette pandémie parmi de nombreux autres opérateurs économiques qui aujourd'hui sont en souffrance. Justement, dans les secteurs les plus touchés, on a des entreprises qui s'en sortent plutôt bien, suite à une bonne gestion de la trésorerie notamment. En termes de taille, est-ce que grande entreprise égale grosse trésorerie ou pas forcément ? Alors, en réalité, c'est assez ambivalent, parce que vous pouvez imaginer qu'effectivement, une très grande structure, et Genève abrite le siège d'un nombre inégalé de multinationales, parce qu'on a un terreau qui est très attractif, qu'il est devenu davantage encore avec la réforme de la fiscalité. Eh bien, on peut imaginer que toutes ces entreprises, effectivement, ont thésaurisé et donc sont bien armées pour faire face à cette crise. Mais je pense qu'il y a un an, qui est la date de commencement de cette pandémie qui a bouleversé la face du monde avec les changements de paradigme que l'on sait, personne ne s'attendait à ce que la crise soit aussi aiguë. Donc vous avez aujourd'hui de grands groupes qui, bien qu'ayant été très agiles et prudents, parce qu'ils auront mis des ressources de côté, eh bien, sont eux aussi confrontés à des difficultés. Et c'est pour ça que dans les mécanismes d'aide, je préfère le terme d'indemnisation que nous mettons sur pied et que la Chambre de commerce appuie, parce que c'est ça notre quotidien,
quotidien, en lien avec l'État de Genève, et j'ai aussi une casquette de député à ce niveau-là, à ce niveau-là, il faut veiller dans ces mécanismes à ce que personne ne soit laissé au bord de la route. Éviter ces angles morts et permettre aussi bien d'aider l'échoppe du coin qu'une entreprise de plus grande taille qui, si elle devait disparaître, entraînerait dans son sillage des centaines d'emplois. On dit justement qu'une crise vient accentuer, souligner un problème peut-être déjà existant. Alors quels étaient ces fameux angles morts avant le Covid-19 ? Une crise est toujours un accélérateur d'abord, on le voit sur le plan digital, nos vies ont bouleversé, j'ai la chance de vous voir ici en présentiel, ça fait plaisir de voir du tissu humain parce que habituellement on est davantage derrière des écrans, combien même la maison de l'économie, siège de la Chambre, et restera ouverte en permanence. Mais au-delà de ces accélérateurs digitaux notamment, la crise, elle est révélateur naturellement, vous le disiez, d'un certain nombre de faiblesses intrinsèques. Je pense que sur une échelle très large, la crise, elle doit nous interroger. Elle nous interroge aussi sur nos choix de société, sur les modèles de croissance que l'on défend. Il y a une corrélation très directe avec la notion de développement durable qui est au cœur des préoccupations de la Chambre de commerce. Je pense qu'il y a des inflexions qu'il faudra que l'on apporte. Le virus, rappelons-le, est né de cette proximité immédiate entre le monde animal, le monde humain et quelques mélanges des genres qui sont ici faits et qui nous renvoient finalement à de fragiles équilibres. Et puis, sur le plan économique, oui, vous avez des entreprises qui sont mieux armées pour naviguer par gros temps, parce que d'abord, elles ont quelques réserves, je le disais, mais aussi parce que au niveau de la direction de l'entreprise, ils ont opéré rapidement les choix qui s'imposaient, et ça n'est pas simple. Et puis, vous avez des entreprises qui, avec toute la bonne volonté du monde, je pense à nos amis les restaurateurs, ne peuvent tout simplement pas s'en sortir parce que lorsqu'on vous impose une fermeture, vous la subissez et c'est là où l'État doit leur venir en aide et le fera, je l'espère, très vite. Quel est votre regard, le regard de la CCG, justement, sur les mesures du Conseil fédéral durant cette crise ? Est-ce qu'elle a été bien gérée selon vous ? Alors on est toujours plus intelligent après, et c'est très difficile de porter des jugements de valeur, et moi je n'ai pas vocation à pointer un doigt accusateur. Je crois que tout le monde, véritablement, a la volonté de bien faire. Et parmi les enseignements qu'on pourra tirer, je note une solidarité, pour pas dire une fraternité, qui nous honore. On a beaucoup loué les mérites de la Confédération pendant la première vague, où véritablement il y avait ici une situation qui était gérée avec beaucoup de dextérité par la Confédération. Lorsque la main a été cédée au canton, ce sont là aussi les revers du fédéralisme, c'est-à-dire que cela générait quelques dissonances parce que chaque canton a une approche qui lui est propre. Mais je crois qu'il faut ici le respecter. Bien sûr qu'on peut toujours faire mieux. On est humain, faillible, perfectible, mais je dirais globalement de la Suisse qu'elle n'a pas à rougir de sa gestion de la pandémie. Les revers du fédéralisme en Suisse, certains évoquent les revers aussi de la mondialisation. On entend, on voit sur les réseaux sociaux, le système capitaliste est fichu. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Est-ce que le système économique va pas, à long terme, plutôt en sortir gagnant ? Alors, je crois pas, et là c'est ma fibre libérale qui s'exprime, qu'il faille remettre en cause les fondamentaux, et notamment l'esprit d'entreprise, la valorisation de la méritocratie, tout en respectant naturellement un filet social qui est essentiel et dont tu vois qu'il fait ses preuves ici à Genève. Moi, à Genève et en Suisse, je pense qu'on a atteint un excellent équilibre qui peut toujours être corrigé. Alors, il m'arrive de considérer que l'on paye trop d'impôts, je pense que c'est les PME notamment le cas, mais je dois constater qu'on a, en comparaison avec d'autres pays, un système sanitaire, par exemple, qui fonctionne très bien. Donc, à mes yeux, ça n'est pas la fin du modèle d'économie de marché, qui est celui qui véritablement a fait ses preuves. Par contre, ce qui me paraît essentiel, et ce que défend la CCG, c'est d'avoir une vision prospective, à long terme. On est aujourd'hui, on navigue à vue avec une forme de diktat de l'immédiateté, et je pense que des paramètres aussi clés que ceux du respect de l'environnement, j'évoquais la durabilité, qui doit aussi être sociale, doivent impérativement être inclus dans l'équation, qui ne doit pas se résumer qu'à des paramètres strictement économiques au sens du profit à court terme. Pour revenir un petit peu à vous et à votre parcours, Vincent Subilia, vous êtes belgeo-suisse, vous êtes né dans le canton de Vaud, vous y avez fait vos études ?
J'ai fait une partie de mes études, effectivement, notamment les études universitaires, oui. Genevois d'adoption, formation avocat, vous avez travaillé dans l'arbitrage à la banque JP Morgan notamment, à Genève. Quel souvenir vous gardez de cette expérience dans la banque? Un souvenir très lumineux, j'ai effectivement, sévi dans le monde bancaire pendant de nombreuses, années avec, beaucoup de, beaucoup d'intérêt et de conviction. Il faut dire de Genève que c'est une place, financière, de 1er plan et j'y ai fait mes armes, et je dois dire que ça a été une très bonne, école, en termes de formation. Et puis, je l'ai quitté après un certain nombre d'années pour retourner sur les bancs d'école, faire un programme de master en relations internationales parce qu'en fait, au-delà du substrat de l'équation juridique ou du syllogisme juridique, de la dimension économique, il me paraissait important d'y apporter une dimension plus politique. C'est pour ça que je suis allé au Graduate Institute. Mais vous évoquiez les terres vaudoises qui sont mes terres d'origine. Effectivement, j'ai migré à Genève. Je pense que j'ai aujourd'hui le passeport genevois, le Stempel avec l'aigle de la République, il y a de ça plus de 20 ans. Parce que Genève, sous l'angle de son tissu économique, est unique. C'est la plus petite des grandes villes, cette capitale de la gouvernance mondiale, comme on le dit, un village, mais un village global. Et donc cette dimension internationale, elle a toujours été, je crois, dans mon code génétique. Et le fait que je sois venu m'établir ici à Genève répondait à cette équation. Alors, dans la dimension génétique peut-être, dans la famille aussi, vous avez un rapport un petit peu spécial avec la Chine, puisque si on l'a pas dit, mais vous êtes vice-président de la chambre de commerce Suisse-Chine. Votre grand-papa habitait là-bas, enseignait là-bas. Alors effectivement, vous êtes extrêmement bien renseigné. Vous évoquez d'abord le fait que j'ai aussi le passeport belge. Mes petits camarades, lorsque j'étais jeune, m'appelaient demi-portion de frites, de par les origines de ma maman. Alors j'y ai vécu brièvement pour y faire une année d'études et y travailler à la Commission européenne. Et j'ai des liens familiaux très étroits avec le plat pays. Et puis la Chine, effectivement, c'est un pays qui m'a toujours fasciné à titre personnel et puis professionnel avec les fonctions au sein de la Chambre Suisse-Chine. J'avais un grand-papa qui y a enseigné à l'université de Pékin où j'ai moi-même passé un semestre avant la Seconde Guerre mondiale. C'est dire si les souvenirs sont anciens. Et en même temps, il m'en parlait comme si c'était hier. Et donc j'ai baigné dans cet environnement qui m'est cher. Votre grand-père était l'un des premiers à voir la Chine un petit peu différemment que comme l'usine du monde. Est-ce que ça vous a appris à aller voir dans chaque pays, dans chaque culture, ce qu'il y a vraiment à développer? Je pense qu'effectivement, il faut souvent gratter la surface. Il faut éviter de basculer dans la caricature et de sombrer dans le préjugé. La Chine est un pays continent avec une très vive diversité en termes notamment de paysages, d'ethnie. Un pays qui soulève des questionnements intéressants. Et je dois dire que j'ai en tête la première fois où j'ai mis les pieds dans le plein milieu, c'était par les chemins de fer, parce que à l'époque où j'avais du temps, ce qui est révolu, j'ai eu le privilège d'emprunter le transsibérien pour m'y amener. Effectivement, le fait d'y arriver était tout à fait marquant. Je me souviens d'une alignée de douaniers, si ce n'était des soldats, au garde à vous qui laissaient passer le train. Et je ne vous parle pas d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'était il y a probablement une quinzaine d'années. Et ça témoignait de la très grande organisation, de la dimension collective qui imprègne l'ADN de ce grand pays. Début des années 2000, la bulle Internet, les grands géants sont américains, mais peut-être plus pour longtemps. On le voit maintenant avec des réseaux sociaux qui arrivent en Chine. C'est que le début Alors l'évolution technologique, elle pour connaît la Chine. elle connaît une accélération, sans précédent et c'est vrai que la Chine, en un laps de temps extrêmement limité, a rattrapé, son retard. Là aussi, la verticalité, le fait que, vous ayez une ligne qui puisse être dictée au sommet de la pyramide, et puis qui soit ensuite mise en œuvre, par l'entier, des collectivités, eh bien, permet, des avancées, extrêmement, rapides, avec aussi les limites que l'on connaît, dont beaucoup, s'ouvrent en matière,
de liberté, notamment d'expression. La Chine, et nous y avons organisé un certain nombre de délégations économiques, est en passe, si ce n'est déjà le cas, de rattraper et peut-être même de dépasser les géants de la Silicon Valley. Vous savez que les GAFA ont tous leurs équivalents chinois. Et vous avez ici aussi en Chine un bassin démographique très conséquent qui leur permet d'être un levier très important. Et puis la Chine, je le rappelle, si le virus a été pour la première fois détecté il y a de ça 1 an, et bien maintenant, le pays connaît une croissance économique sans précédent, alors que le restant de la planète est aujourd'hui en berne. C'est dire s'il y a là une véritable dichotomie. Voilà, un pays et un marché tout à fait intéressant. Ces grandes puissances qui arrivent avec de nouvelles technologies pour peut-être imposer des changements de paradigme, pourquoi est-ce qu'elles font peur parfois? Alors, je dirais qu'il faut... il y a 2 choses. D'abord, on dit de la perception que c'est la nouvelle réalité. Il faut se garder des formules toutes faites. Et je l'indiquais tout à l'heure, il est important de connaître la réalité. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que des pays comme la Chine, et je crois qu'il faut là être tout à fait clairvoyant, ont pour ambition, les entreprises qui s'y déploient et qui pour beaucoup sont détenues par l'État, eh bien, effectivement, de générer de la croissance au bénéfice d'une population intérieure. Vous avez 600 millions de Chinois qui, en l'espace de 2 décennies, ont été sortis d'une très large pauvreté. C'est ce qu'on appelle le miracle chinois. Si vous voulez, accélérer la consommation domestique, c'est l'objectif prioritaire que poursuit le gouvernement. Donc je crois qu'il faut en prendre acte. Je crois aussi qu'il est important que nous ne restions pas les bras croisés. Nous avons en Europe des talents et tout un savoir-faire qu'il faut s'employer à faire savoir, y compris vis-à-vis de nos amis chinois. De retour à nouveau sur votre parcours, Vincent Subilia, en 2010, vous avez été élu président du PLR, en 2013, délégué à la promotion économique du canton, puis candidat au Grand Conseil en 2018. Comment vous êtes arrivé en politique? Quel a été l'élément déclencheur? Alors, je précise du PLR, la présidence, qu'il s'agissait effectivement de la ville de Genève. Et j'ai été effectivement le premier président du PLR, qui était né de la fusion du L et du R, on s'en souvient peut-être. Je suis venu de façon assez naturelle, en réalité, en politique. Lorsque j'ai migré ici à Genève, je le disais tout à l'heure, un des facteurs qui, pour moi, était essentiel, c'est cette dimension internationale. Et puis, vous vous souviendrez peut-être, ou peut-être pas, mais à l'époque, l'OMC, le gendarme du commerce international, souhaitait étendre le bâtiment qu'il occupe, le Centre William Rappard, au bord du lac. Et puis, cette décision a fait l'objet d'un référendum. C'était contesté, en réalité, par un groupuscule d'extrême gauche, parce qu'ils voyaient dans l'OMC une espèce de Satan du néolibéralisme. Si ça avait été l'OMS, à mon avis, ils ne l'auraient jamais contesté. Le fait est que ici, sont opposés. Et là, moi, j'ai été interpellé comme enfant adoptif de la République en me disant, mais enfin, on a cette chance ici à Genève d'avoir des organisations internationales que tout le monde nous envie. On leur tendait les mains à l'époque Bonn, dont la capitale venait d'être transférée à Berlin. On leur disait, mais venez vous installer chez nous, on a des dizaines de mètres carrés à disposition. Et nous faisions ici les enfants gâtés en prenant le risque de sacrifier des centaines d'emplois. Et ce qui se fait véritablement la spécificité de Genève. Et donc, j'ai fédéré avec d'autres un mouvement de la société civile, une association que j'ai créée qui s'appelle Agir, Action pour la Genève internationale et son rayonnement. Le but était de faire de la pédagogie et d'aller expliquer à la population genevoise, qui souvent ne perçoit pas ce bénéfice, à quel point nous sommes gâtés dans ce village, encore une fois, qu'est Genève, d'accueillir le monde sur le seuil de notre porte. Et puis, le référendum a été balayé, Agir a développé son activité. Et là, en réalité, j'ai été courtisé, c'est assez cocasse, à gauche comme à droite de l'échiquier politique, en me disant, mais écoutez, est-ce que vous ne politiseriez pas un tout petit peu votre action? Et puis, comme mes valeurs de liberté et de responsabilité vont davantage à la droite centriste, eh bien, j'ai rejoint les rangs du Parti libéral, qui est devenu PLR, et dont j'ai pris la présidence. Je suis devenu conseiller municipal en ville de Genève. C'est passionnant, la politique de proximité. Elle est parfois triviale, ça paraît un univers très limité, mais c'est notre quotidien qui est en jeu. Et puis ensuite député au Grand Conseil. Voilà, sans allonger, mais ce qui a été mon modeste parcours en politique. Et aujourd'hui, la CCIG, quelle relation vous avez avec les entreprises membres de la CCIG? Vous organisez des événements, des séances d'information?
Alors absolument, la CCIG, c'est cette maison, plus de centenaire, comme je vous le disais. Moi, je dis toujours, qu'on est une PME, mais qu'un esprit start-up. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur, 30 collaborateurs de très grande, qualité. On est une institution privée, on touche pas un centime de l'État, ce qui est très simple, parce que moi, je dois la gérer comme un chef d'entreprise. Ça veut aussi dire que ça me laisse une certaine liberté de ton, pour être critique, mais constructif vis-à-vis de nos autorités publiques. Et puis, on a un double axe, je la fais brève, mais dans le pitch de la Chambre, sur le plan macro, on porte la voix de l'économie sur le plan politique. Vous savez que avant, dans le monde d'avant, on a par exemple divisé la fiscalité par deux, et ce qui vient créer de la valeur économique, c'est la réforme de la fiscalité des entreprises. Ben, typiquement, c'est un dossier comme le CEVA, comme j'espère un jour la traversée du lac, que la Chambre de commerce porte. Puis sur le plan plus micro, la Chambre, c'est un prestataire de services. On a une communauté, une famille de 2500 environ entreprises membres, mais on a toute une gamme de services avec effectivement une centaine d'événements par année qui ont basculé sur le digital, parce qu'on est agile à la Chambre aussi, mais on est ce levier, ce facilitateur, cet ambassadeur pour les entrepreneurs genevois. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, les entrepreneurs genevois, quelles sont les conditions de ralliement à la CCIG? Une Eh bien, cotisation, une inscription? elles sont extrêmement simples. On a un statut associatif. Je n'ai pas vocation à gagner de l'argent, mais j'essaie d'en perdre le moins possible. Et nos cotisations sont éminemment démocratiques en termes tarifaires. Mais oui, effectivement, il suffit de remplir un bulletin d'adhésion, le nourrir, et vous serez admis au sein de cette communauté. Une communauté qui se développe, qui se déploie, qui grandit. Au-delà de nos membres, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des partenaires. Une communauté qui évolue aussi, parce qu'une chambre de commerce se doit d'avoir une lecture contemporaine des enjeux. On vient de lancer une place de marché digitale où nos membres peuvent échanger leurs biens et services, et dire si la Chambre est, je l'espère, je le crois, à la page. Vincent Subilia, je vous propose maintenant de vous prêter à l'exercice du 5 sur 5. Alors, je vous donne 5 mots et à vous de me dire ce que ça vous évoque comme ça au premier abord. Genève, on en a déjà parlé. Alors Genève, oui, c'est un nom qui est effectivement très évocateur. C'est un peu le sésame. Ça a été l'aimant pour moi. On a la chance unique d'évoluer dans une ville extraordinaire de par sa diversité, je le disais, sa très grande richesse. Donc Genève, c'est le cœur de mon combat. Regret, ce que vous en avez dans votre carrière? On a tous des regrets, des remords vraisemblablement qui pavent nos vies, mais je crois que ce qui est important, c'est de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie, comme je le dis. Et comme la motivation est aussi le meilleur des carburants, c'est comme ça que je fonctionne. Et je me suis toujours employé dans la mesure du possible, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, mais de me rapprocher de ce que je croyais bon et juste, et de me battre pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Donc en réalité, peu de regrets. L'hôtellerie, c'était un domaine qui vous intéressait. Vous ne l'avez pas fait, vous ne le regrettez pas. L'hôtellerie m'a toujours passionné. D'ailleurs, j'ai suivi des cours à l'école hôtelière de Lausanne. À défaut d'y avoir fait un parcours complet, j'avais opté pour une voie plus classique et celle du droit. Je ne le regrette pas du tout. L'hôtellerie, c'est fantastique. La Suisse en est le bastion. César Ritz est né en terre valaisanne. On a dans notre ADN cette notion d'accueil. Les hôteliers sont des entrepreneurs. Il faut les valoriser. Aujourd'hui, ils ont besoin de notre soutien. Donc la porte n'est pas forcément fermée pour la suite de votre carrière. Ah, on ne sait jamais, tout le monde a quelque part peut-être à l'esprit l'idée d'ouvrir un bistrot ou un bed and breakfast. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais dans les fonctions qui sont les miennes, en tout cas, d'apporter notre soutien à l'hôtellerie, à toute la créativité et l'innovation que porte le monde hôtelier, mais oui, ça me tient à cœur. Un autre mot maintenant, harmonie. Qu'est-ce que ça vous évoque, Vincent Subilia? Ah, cette harmonie, c'est un mot que j'affectionne particulièrement parce que c'est probablement ce à quoi nous aspirons tous. L'harmonie dans nos vies, harmonie qui rime aussi avec sérénité. C'est ce que je nous souhaite pour cette année qui débute. Santé et sérénité, on en a besoin parce qu'on vit des temps, et ça rime, très troublés. Donc oui, un mot que je mettrai en tête de liste de ma liste de Prévert. Les PME, on s'en occupe bien en Suisse de manière générale? Je pense. Les PME, c'est l'épine dorsale de notre tissu économique, je le disais. C'est 95 environ pourcents, et même un petit peu au-delà du nombre d'entreprises en Suisse. C'est dire si elles jouent un rôle déterminant. Je pense que la Suisse a un tissu extrêmement favorable au développement des PME. On a un savoir-faire ancestral. Il ne faut pas oublier, on est un pays qui n'a pas d'accès à la mer. On est un pays alpin. Il y a 200 ans, on exportait nos forces vives en Amérique du Sud ou ailleurs pour qu'elles aillent trouver de quoi se nourrir. On a réussi avec une économie d'exportation
à faire fructifier. C'est la success story helvétique. On la doit beaucoup à nos PME, donc il faut les préserver, il faut les soutenir et il faut les encourager. Pour terminer, mondialisation, elle a été mise à mal en 2020. Oui, on en perçoit les limites, mais il ne faut pas la diaboliser. Moi, je pense que la globalisation, elle a d'abord permis, si on regarde les statistiques, eh bien, de répondre à des enjeux comme la pauvreté dans le monde et tout ce que sont en fait les objectifs de développement durable qui ont été améliorés, la lutte contre la famine notamment. Donc, il reste beaucoup de chemin à parcourir parce que les inégalités sont trop nombreuses. Mais encore une fois, je pense que la mondialisation, pour autant qu'elle soit euh, euh, encadrée avec bienveillance et intelligence, eh bien, c'est un levier de croissance. Mais elle ne doit pas nous faire perdre de vue des enjeux essentiels. Et là, la pandémie nous le rappelle, qui est celui de prendre soin de notre planète parce qu'elle brûle. Et c'est important de ne pas opposer économie et écologie. D'ailleurs, ils ont la même racine pour les hellénistes. Éco, c'est la maison. Et c'est important de le garder à l'esprit. Vincent Subilia, bonjour. Bonjour. Donc, on va évoquer les élections américaines. Donc, on a aujourd'hui le résultat. Joe Biden est le nouveau président des États-Unis. Au cours de ces 4 dernières années, on nous avait prédit que Donald Trump allait mettre à feu et à sang Genève internationale. Quel bilan pouvez-vous dresser après ces 4 années? Alors effectivement, c'est le cas si l'on regarde ça sous l'angle de la Genève internationale. Le président Trump a mis en œuvre les politiques que l'on craignait devoir exécuter et il a été à ce titre, j'ose le terme, un pyromane parce qu'il s'est attaqué véritablement à ce qui fait la spécificité genevoise, c'est-à-dire le multilatéralisme dont Genève est le berceau et le bastion. On le voit en 2 exemples. Ça a été le cas avec l'OMS, dont on parle beaucoup parce qu'elle est au cœur du dispositif de gouvernance de la santé pour la pandémie, avec les propos outranciers qu'il a pu tenir à son propos. On le voit aussi avec une autre institution qui me tient à cœur, qui est l'OMC, le commerce international, où là, les États-Unis bloquent un certain nombre de processus qui tendent à paralyser l'institution. Et donc, oui, la présidence Trump, sous l'angle du multilatéralisme et du rôle de Genève comme capitale de la gouvernance mondiale, eh bien, ont été des années sombres. Et donc, il faut se réjouir de l'accession au pouvoir du président Biden sous cet angle-là, parce que les États-Unis font leur retour dans le concert des nations. Donc, vous portez la voix de plus de 2000 entreprises. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez donc la vision de ceux qui disent que Joe Biden marquera définitivement le retour du multilatéralisme américain et donc de la grandeur de ce qui fait, entre autres, la Genève internationale? Alors, je souhaite le croire et j'espère que cela se concrétisera dans les faits. On en a déjà vu une ébauche avec l'un ou l'autre de ces executive orders qu'il a signé au lendemain de son élection s'agissant de l'OMS. On le voit pour ce qu'il est du climat. Je rappelle de Genève que c'est aussi une capitale de la gouvernance environnementale. Et donc le fait qu'il revienne dans le giron de l'accord de Paris est une bonne nouvelle et même une excellente nouvelle sous l'angle du devenir de notre planète. Donc oui, j'espère que la voix des États-Unis se fera entendre de façon très forte ici à Genève. Ça ne veut pas pour autant dire que tous les dossiers seront réglés. Je pense que les États-Unis vont continuer à maintenir une posture de fermeté à l'endroit de la Chine, mais j'espère que ces affrontements, entre guillemets, auront lieu dans les enceintes qui doivent les abriter. Et si on parle de commerce international, c'est à l'OMC que ça doit se passer. Et puis j'espère aussi qu'il y aura des avancées sous l'angle d'autres dossiers qui sont particulièrement sensibles. On pense notamment aux accords nucléaires avec l'Iran qui ont été négociés pour partie ici à Genève et qu'à ce titre, eh bien, on ira vers l'apaisement plutôt que l'escalade qui a marqué la présidence Trump. Je vous remercie. C'est la tradition dans cette émission, venir avec un objet qui vous est propre, qui vous inspire peut-être, ou alors qui vous déstresse, puisque vous avez dans la main, Vincent Subilia, une petite balle anti-stress, c'est bien ça? C'est juste, et pas absolument n'importe laquelle, je l'ai prise avec moi parce qu'elle a cette vertu, en ces temps troublés, de permettre de justement nous détendre un tout petit peu. Mais c'est la planète Terre qui est là, celle qu'on doit préserver, celle pour laquelle on
on se bat, celle aussi qui fait la richesse de Genève, parce que Genève, comme le disait un diplomate, c'est Davos 365 jours par année, parce que on y retrouve le monde dans toute sa diversité, sa subtilité, mais dans toute sa beauté aussi. Donc voilà ce que j'ai dans la poche. Puis l'autre chose, parce que je suis dans le cumul dans les deux, c'est naturellement un tout petit peu de gel hydroalcoolique, parce qu'il est important de conserver les bons réflexes et les gestes barrières en ces temps difficiles dont on espère qu'on va triompher. Il y a un peu de lueur au bout de ce long tunnel du Gothard sur le front des vaccins, et on va porter ici un message d'espoir. Merci Vincent Subilia d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B, et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir accueilli pour ce moment d'échange très précieux. À très bientôt. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux chefs d'entreprise en Suisse romande. À bientôt.